Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode des catch-up du panier. Je reçois aujourd'hui Thomas Hervé, le cofondateur de Wopilo, que j'avais reçu en juillet 2019, avec Florian Devaux, qui était le Head of Growth. À l'époque, Wopilo vendait entre 1000 et 1500 oreillers ergonomiques à mémoire de forme pour un CA en 2019 de 1,4 million d'euros. En 2020, ils ont dépassé les 4 millions d'euros de CA, ont écoulé plus de 50 000 produits, ils ont été élus 2 fois de suite produits de l'année et ont vraiment pu accélérer. On aborde dans cet épisode d'une trentaine de minutes à peine et passionnant les sujets suivants. D'abord le shift des DNVB et la quête de rentabilité versus la quête de croissance qui était de mise dans le passé. L'importance du why et les éléments de construction de la marque. Wopilo a fait un énorme travail sur le sujet. Et enfin la pub télé. Wopilo a mené 4 campagnes télé en 2020 et actuellement en 2021, début 2021. Et Thomas nous explique, malgré la rupture de Canal, comment ils arrivent à traquer l'efficacité de ces campagnes et les KPI de suivi de résultats. Il ne le dit pas dans l'épisode, mais il me charge de le faire dans l'intro. Il a une équipe de folie qui, évidemment, lui permet d'atteindre ces résultats incroyables. 30 minutes à peine, je vous invite à écouter cet épisode passionnant avec Thomas Hervé de Wopilo. Bonne écoute! Salut Thomas. Bonjour Laurent. Je suis très heureux de te recevoir. C'est toujours cool de recevoir le fondateur d'une boîte. La dernière fois, c'était Florent qui était votre CMO et qui l'est toujours. Oui, tout à fait. Formidable. Pour entrer dans le vif du sujet, vous êtes une DNVB. On sort d'une année Covid qui a impacté pas mal de boîtes. Ça a été votre cas. Impacté positivement. Exactement, tout à fait Laurent. Ce qui s'est passé cette année, c'est sur le e-commerce est très particulier. On a vécu une année de croissance incroyable en 2020, avec en mars quelque chose, des annonces qu'on n'avait pas anticipées, qu'on avait pas évidemment, imaginé. Et même si on le voyait venir, on en entendait parler sur la Chine. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Vous étiez prêt ou pas? Absolument pas. 2 jours avant les annonces d'Emmanuel Macron, moi je n'imaginais pas une seule seconde qu'on pouvait être confiné. J'avais pas du tout cette... La question est bête en même temps parce que personne n'était prêt. Mais donc, alors vraiment pas du tout. C'est quoi le contexte en mars 2020 pour vous? En mars, on a recruté plusieurs personnes en janvier. Tout se passe bien. On est plutôt en structuration. On est en train de préparer les projets de 2020 avec un élargissement de gamme. Tout va bien, les chiffres sont bons, tout se passe bien. Et là, donc arrive le Covid qu'on n'anticipe pas. Donc on commence à en parler fin janvier, début février, et arrive le confinement mi-mars. Et là, les ventes s'arrêtent quasiment. Et là, c'est dur pour le coup. Enfin, vraiment, il y a quelques nuits qui sont hyper stressantes. Je me souviens aussi que les transporteurs menaçaient d'arrêter de livrer, ce qui nous a fait ce qui faisait stopper notre business. Nuit blanche, quoi. Encore une fois, je contextualise aujourd'hui parce que je me rends compte que ça a été le cas pour énormément d'autres business. Donc, on a eu beaucoup de chance, vraiment énormément de chance d'être en ligne. Mais donc, voilà, il se passe ça en mars. Et ensuite, c'est l'histoire qu'on a vécue en 2020. Avril-mai, les confinements et donc l'explosion de la vente en ligne, notamment sur la catégorie qui est la nôtre, à savoir l'équipement de maison. Est-ce que tu crois que les gens passaient plus de temps au lit? J'en suis persuadé, oui. Plus de temps au lit, plus de temps dans les canapés. Ils ont envie de mieux dormir aussi. J'ai vu que le confinement avait été source de stress et avait encore aggravé les problèmes de sommeil des Français. Donc clairement, on a été une verticale qui a été tirée par les confinements, puisque ça a été évidemment aussi le cas en novembre et en décembre. Donc les ventes s'écroulent deuxième quinzaine de mars. Quand est-ce qu'elles reprennent? Elles reprennent en avril, début avril. Ce qu'on a noté, c'est qu'il y a eu 15 jours
flat, de creux, où en fait tout s'est arrêté. Je pense qu'on était tous un petit peu surpris de ce qui s'est passé. Il a fallu un peu de temps pour revenir à un rythme de fonctionnement à peu près normal dans cette situation anormale. Et ensuite, après, tout le monde s'est mis à commander partout, quasiment tous les secteurs. Et donc, nous, ça a redémarré début avril. Du coup, alors j'ai dit en intro que vous aviez lancé des nouveaux produits. Qu'est-ce qui devait être lancé en 2020 ? Alors, ce qui devait être lancé en 2020, on a lancé tout ce qu'on voulait lancer, avec un petit peu de retard. On voulait notamment lancer une gamme de linge de lit éco-conçu haut de gamme, ce qui a été le cas. Alors, tu peux nous en dire un peu plus, parce que j'ai vu que c'était GOTS, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est du linge de lit labellisé avec un coton labellisé GOTS, qui est la référence des labels d'éco-conception, de respect des personnes qui cultivent et qui récoltent le coton. C'est le plus restrictif. Donc, c'est un label. C'est un super label pour des produits bio. C'est celui qu'on utilise, on est très content, mais c'est quelque chose qui n'existait pas à notre connaissance sur le marché, dans la qualité de percale qu'on propose, qui est du 120 fils par centimètre. C'est quoi le percale ? Une percale, c'est l'enchevêtrement des fils, et c'est le type d'enchevêtrement des fils du coton. Donc c'est une manière d'enchevêtrer les fils exactement, coton. C'est une manière de tissage. C'est un tissage. C'est un tissage spécifique. Exactement, tout à fait. Et après, on a du satin avec un tissage encore plus dense, et des fils un peu plus fins. Et donc, c'est des touchés qui sont différents. Et la percale, c'est une très belle façon, c'est ce qu'on retrouve dans les hôtels, c'est une très belle façon d'utiliser le coton. Okay. En général, c'est plutôt ce qui est haut de gamme. Donc, ça devait être lancé cette année, et vous l'avez finalement lancé. Les ventes reprennent début avril. Les ventes reprennent début avril, et à ce moment-là, on a l'opportunité de lancer un spot de télévision. C'était prévu ou vous avez profité? Ou vous étiez en attente? Alors, on n'était pas en attente pour être... Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, on a été élu produit de l'année sur notre oreiller, tout début 2019. Et au moment de la cérémonie élu produit de l'année, on a gagné le prix du public et un peu d'espace média sur BFM, ce qui nous a permis en 2019 de préparer un petit spot de 15 secondes qui était prêt. Et on avait contacté une agence média, d'ailleurs qui s'appelle MyMedia, avec qui on travaille maintenant, et on leur avait demandé des budgets pour janvier-février 2020, qui étaient pas à notre portée. C'était un peu tôt. Et 15 jours plus tard, un mois plus tard, ça devient accessible. 3 mois plus tard, ça devient beaucoup plus accessible. C'était 2 fois moins cher. C'était c'était une décision qui n'était pas évidente finalement, parce que c'est des montants qui sont hyper importants. Attends, je vais poser une question con, mais on est tous confinés chez nous, on regarde la télé. Enfin, ceux qui sont en chômage partiel potentiellement regardent la télé plus qu'avant, même en journée. Exactement. Pourquoi les prix baissent? Parce qu'il n'y a plus d'annonceurs. Quand tu es Renault, quand tu es Peugeot, il n'y a plus personne qui peut venir en concession. Quand tu es Club Med, quand tu es Opodo, quand tu compares, tous les gros annonceurs n'avaient plus besoin d'être en télé. Le temps de visionnage augmente, mais la demande baisse. Donc, Exactement. Et en fait, et tu regardes à ce moment-là en télé, le nombre de sites web c'est incroyable, quoi. C'est 80%. Aussi, ce qu'on appelle les trains publicitaires. Quand les publicités succèdent entre 2 programmes ou à une coupure, sont extrêmement réduits, ce qui fait qu'en fait, la mémorisation est bien meilleure et toutes les techniques de télé. Et à ce moment-là, c'est un peu des conditions qui n'avaient jamais existé à ce moment-là. Donc, là, on est quand? Là, on est fin avril 2020. Quand vous lancez le spot. Exactement. Ok, intéressant parce que vous êtes un produit grand public, qu'on est en plus habitué à voir la télé. Enfin, tu vois, quand je vois une pub sur Wikasa dans le métro, ou Wikasa, j'en parle parce que il fait partie de ces invités du panier qui ont un jour expérimenté la pub télé et pour qui ou radio, et ça a bien marché. Mais une pub en plus pour un oreiller, il n'y a pas d'éducation à faire, j'en ai déjà vu à la télé. Oui, après notre produit est singulier, donc je pense qu'il a aussi cette différence qu'il est singulier, il est différent parce qu'il y a un cœur en mousse à mémoire de forme à l'intérieur d'un oreiller traditionnel, la porte a un soutien cervical, donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas traditionnellement, et surtout le travail qui est fait autour de la marque est différent de ce que tu peux voir dans les marques d'oreillers traditionnelles. Nous, on a plutôt des moutons et du motion design, quand les concurrents un peu traditionnels font mettre un enfant ou une femme qui dort exactement sur quelque chose de moelleux avec un grand sourire. Donc nous, on le avec présente. Ensuite, souvent, je me souviens, un passage du corps comme au rayon X où on voit l'alignement de la colonne. Exactement, oui, okay. tout à fait. Là, c'est pas du tout la façon dont nous. Je vous invite à aller la voir. Je l'ai regardé quand on préparait l'entretien, mais si on tape Whoopie
Wopilo Pub sur YouTube. Oui, on en a refait une version là, à la fin de l'année, mais toujours en reprenant nos codes. C'est des choses dry to web qui fonctionnent. Alors, l'insight, c'est quoi? L'insight, c'est... Pour ceux qui nous écoutent, pardon, les e-commerçants qui nous écoutent, de cette expérience pub télé. Parce que la pub télé, c'est un pas à franchir, mais quand on est sur un produit grand public, ça a du sens. Exactement. Si ça fonctionne, alors il faut avoir la possibilité de pouvoir faire un test. Et ensuite, si ça fonctionne dans les conditions qui sont assez particulières, il faut réussir, à mon avis, à comprendre toutes les KPI de télé. Donc ce qu'on appelle les GRP, les coûts par visite. C'est quoi le GRP? Le GRP, c'est le point de pression publicitaire. Donc ça doit être un espèce de pourcentage de ta cible. Donc nous, c'est les 25-49 ans qui vont être touchés par ton spot fois la répétition. Le nombre de touchés, c'est ça, c'est la pression. Il faut qu'il soit fort, mais pas trop. Il faut être top of mind. Non, il faut qu'il soit fort, le plus fort possible. Après, la répétition, au bout d'un certain temps, il faut changer ton spot, parce que sinon ta répétition est trop forte. Mais en gros, il faut qu'il y ait un certain nombre de visites par GRP. Donc toi, tu investis dans un GRP, on te donne un coût par GRP qui dépend des chaînes, des programmes et de plein de choses. Et l'idée, c'est que tu puisses te dire, OK, à partir de combien de visites par GRP est-ce que je suis dans quelque chose qui me convient? Et après, je pense le GRP, c'est quoi? Le Growth Rating Point. Ouais. C'est ça. C'est un point de pression publicitaire. D'accord. Donc, et toi, tu achètes une campagne en nombre de GRP. visites par nombre de touchés, en fait, c'est ça? C'est nombre de personnes touchées fois la répétition. Ouais. Et toi, ce que tu vas regarder, c'est ton nombre de visites ensuite par point de GRP ou par GRP. Tout à fait. C'est ça. Et après, tu es capable de dire combien une visite t'a coûté. Donc, il y a 30 touchés par, je sais pas, par. Non, sur TF1, c'est plusieurs millions de personnes qui voient ton spot. Ah, pardon, je crois que c'était le nombre de touchés par personne. Non, d'accord. Ah non, et ensuite, tu as une répétition. Dans le pourcentage de gens que tu touches. Nous, sur la dernière campagne, il me semble qu'on a touché 60% des 25-49 ans. Ok. 3 fois. Ok. Voilà. Et donc là... et ça a donné un nombre de visites, et c'est ce ratio que tu vas regarder. Tu vas regarder ça, tu vas regarder si ça convertit, quels sont les programmes qui convertissent, etc. Et donc, tu essayes de dégager quelque chose. De notre expérience, il n'y a pas un ROI immédiat. Par contre, il y a une vraie construction de marque. Et surtout, après une campagne télé, ce que l'on voit, c'est une augmentation de ton chiffre d'affaires quotidien. Ouais, c'est une augmentation de baseline. C'est vraiment, tu vois... incrémental en si. Ouais, c'est un peu... c'est un petit peu ce que tu vois sur tous les articles sur le web. Mais en tout cas, pour nous, c'est ce qui s'est passé. Je pense que ça dépend beaucoup des produits, ça dépend beaucoup des spots télé, ça dépend de beaucoup de facteurs. En tout cas, nous, on en a été très contents. On en est très contents. Ça reste aussi lié au contexte, puisque c'était très favorable cette année. Mais vous avez fait plusieurs campagnes ensuite? On en a fait une seconde en juin-juillet. Combien de temps durait la première? 15 jours à chaque fois. 15 jours à chaque fois. Donc, tu m'as dit quoi? Mi-avril, c'est ça, pardon? Fin avril, début mai. Fin avril, début mai, juin-juillet. Ouais. On en fait une fin novembre, début décembre. Ok. Et là, on est en train encore d'être en télé, donc fin décembre, début janvier. Donc, en fait, ton apprentissage, c'est que ça marche. Ça marche. Ça dépend des moments, puisqu'il y a vraiment des périodes. Et il se trouve qu'il y a des périodes pour les acteurs DNVB ou tous les sites internet, tout ce qui est drive to web. C'est les périodes les creuses des régies publicitaires. C'est janvier, février et juillet, août. Mais donc des périodes par opportunisme. Exactement. Parce que sinon, les GRP sont beaucoup trop chers. Et là, pour le coup, il n'y a aucune rentabilité à aller chercher. Ou alors, c'est de la notoriété qui coûte extrêmement cher. Donc, tu achètes de la notoriété. Il ne faut pas s'attendre à un résultat immédiat. Il faut quand même être très vigilant sur le GRP et son effet, donc les visites générées et les ventes à terme. Puisque, comme pour pas mal d'autres canaux, l'affichage, la radio, t'as une rupture de canal, donc tu peux pas calculer ta perf. Tu empiles, de la notoriété, de l'audience, et du coup des ventes plutôt long tail, enfin. Exactement, mais ça pour le coup, c'est un peu comme le SEO, mais avec un impact beaucoup plus fort. Mais tu vois, c'est un peu comme le SEO, où tu fais des investissements très tôt dans le développement de ta marque, mais qui ne payent que 6, 9, 12 mois après, une fois que t'as tout l'effet SEO qui joue. Quoi. Alors, j'ai donné quelques chiffres en intro sur les principaux KPI, mais pas dans le détail d'une campagne. Tu peux nous donner un exemple sur la campagne d'avril, par exemple, ou celle de juin-juillet? Oui. Ce que vous avez dépensé versus l'additionnel que tu
penses avoir pu générer en CA? Écoute, oui, je pense. Alors en avril, à ce moment-là, mais ce sont pas les bons. Je vais te donner en base 100 parce que ce sera plus facile pour comprendre. On a dépensé 100. On a dû faire à ce moment-là à peu près 100 de ventes en additionnel. En additionnel. Donc un ROI, si tu veux, de 1 ou de 2. Ouais. De 1. Mais du coup, 100 en additionnel sur une base de combien? Sur une base 100. Donc, tu as doublé tes ventes. On a doublé, exactement. Ok, super. Donc, tu as investi 100, tu as récupéré 100. Ouais. En plus des 100 que tu faisais d'habitude. En chiffres, pas en marge. Non. Oui, en chiffres. Ouais, en chiffres. T'as pas, ça n'a rien à voir avec les pas marges. du net. Par contre, quand tu faisais 100 avant, après, tu fais 115 ou 120. Donc, tu as récupéré ta campagne en CA et tu as ajouté 15-20 points de CA qui sont restés. Et qui restent. C'est hyper intéressant. C'est riche. Merci. Ouais, je t'en prie. Pardon, je regarde. J'espère que vous l'avez bien enregistré. On avance, mais super. Donc, vous avez fait plusieurs campagnes. On a une 4e qui est en préparation. Et tout ça construit ta marque. C'est aussi un travail que vous avez mené depuis... C'est dur de construire une marque. C'est long. Vous êtes grand public. Pardon, je te coupe la parole plein de fois. Je suis désolé, je suis très mal poli, mais on est 60 millions de Français, on est 400 millions d'Européens sur un marché que vous allez toucher. Construire une marque grand public sur une verticale qui est aussi grand public que ça et très concurrentielle. Ultra concurrentielle. C'est long. Comment on construit une marque quand on est Wopilo? On essaye de faire les choses différemment. On essaye de faire les choses bien. Vous en aviez parlé avec Florian. Par exemple, la qualité de l'expérience client chez nous, c'est fondamental. On laisse jamais un client avec une question ou avec une interrogation ou sans lui donner une réponse positive. On répond systématiquement. On prend du temps. Il faut du temps, on s'en est rendu compte. On a noté quelque chose, c'est que la course à la croissance, même si on a eu beaucoup de chance en 2020, elle est un petit peu terminée sur les DNVB. On note vraiment... C'est important ça, ce que tu dis. La course à la croissance est terminée pour les DNVB? En tout cas, elle est beaucoup moins stratégique en ce moment qu'elle l'a été il y a 2 ans. Il y a 2 ans, les levées de fonds succédaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut être rentable. Il faut se rapprocher le plus possible et le plus rapidement de la rentabilité. Et la rentabilité, il me semble, est en ce moment plus importante que la croissance sur des business models comme les nôtres. C'est-à-dire que tu vends un produit, tu as des marges, tu as des coûts derrière fixes, des coûts marketing. Si à la fin de tout ça, tu n'arrives pas à gagner de l'argent, alors évidemment il y a des business de repeat, mais c'est pas le cas sur notre verticale. On change son oreiller tous les 3 ans, tu gagnes pas d'argent. C'est hyper intéressant. Et donc, il y a un moment, tu peux en vendre autant que tu veux. Si que par achat, tu gagnes pas de l'argent, c'est que ton business model n'est pas sain. Soit tes coûts d'acquisition sont trop élevés, tes coûts fixes peuvent être trop élevés, tes marges sont pas suffisantes. Mais en tout cas, ce qu'on a noté, c'est qu'aujourd'hui, déjà, pour lever de l'argent, j'imagine que ça doit être plus difficile en ce moment qu'il y a 1 an. Clairement. Et donc, maintenant, je pense que les entrepreneurs ont en tête d'être rentables ou de se rapprocher de la rentabilité le plus possible. Alors, les entrepreneurs, dans nos secteurs. Investisseurs, les banquiers qui les financent. Exactement. Attention, dans nos secteurs, parce qu'on voit les fintechs, ça n'a rien à voir. Là, on parle de DNVB grand public en gros. Exactement, sur du produit. C'est intéressant parce que c'est de l'écrémage aussi du marché. Il y a tellement de DNVB qui sont nés. Je pensais avec qui j'en parlais. Je pensais à l'hygiène, soins, beauté. On a vous en avez entendu plusieurs ici sur le panier. Il y en a d'autres bientôt qui vont venir. Il y a un acteur qui naît toutes les semaines. Forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent pour les financer, ou en tout cas, on n'achète pas des oreillers tous les 15 jours. Tu l'as dit, tous les 3 ans. Voilà. C'est hyper difficile, c'est long. Il faut de la réassurance. Il faut multiplier les points de réassurance. Il faut que les gens connaissent la marque avant d'acheter, parce que c'est très rare d'avoir quelqu'un qui arrive sur un site de but en blanc et qui achète. Et donc, en fait, il faut du temps. Et c'est intéressant du coup. Et c'est facile quand tu es une DNVB, on en parlait en préparant cet entretien, d'acheter de la réassurance avec un élément que tout le monde fait en ce moment, c'est produit à proximité, produit en France à la rigueur. Tout le reste, ça peut être beaucoup plus long. Ouais. Et alors, comment vous faites? Nous, on a fait l'influence. Tu as aussi les avis de tes consommateurs, mais au départ, tu en as quelques-uns. Maintenant, nous, on en a plus de 3500, je crois, ou 4000 sur notre site, ce qui fait beaucoup. On a 350 professionnels de santé qui nous recommandent.
On a été élu produit de l'année 2 années Deux fois. de successives. 2019, l'année où vous ne l'étiez pas encore quand on a fait l'enregistrement avec Laurent, et 2020. Et 2020. Et donc, en fait, tous ces éléments construisent ta marque. Ensuite, il y a des comparateurs qui parlent de toi, etc. En fait, il faut du temps pour pouvoir débloquer, si tu veux, tout ça. Maintenant, on a aussi quelque chose, mais alors, c'est pas quelque chose d'exogène, mais la télé, c'est quelque chose donc qu'on peut acheter, mais ça apporte aussi une certaine crédibilité. T'es une marque, tu existes. Il n'y a pas écrit vue à la télé sur votre site? Non, on l'a pas mis. Non, mais je dis ça avec un sourire parce que je trouve plus que ce soit aujourd'hui différenciant. Mais c'est vrai que c'est un élément de réassurance. Oui, vue sur Capital, qui n'a pas été notre cas, mais vue sur Capital, c'est quelque chose que j'ai vu sur plein de sites. Et en effet, je suis persuadé que ça fonctionne. En bien ou en mal, même si Capital, en bien ou en mal, ça fonctionne. C'est normal. C'est de la réassurance. Tu existes plus quand tu as ces éléments-là. There's no such thing as bad press. Il n'y a rien. Ça n'existe pas la mauvaise presse. Alors, je souhaite qu'elle soit bonne, mais dans Capital, parfois, ça peut être un peu. Ok, donc de la réassurance. Ça veut dire des avis passés à la télé, des RP. Des RP aussi. Vous faites appel à une agence, à un free? Alors, on l'a fait sur les 3 dernières années, on a eu 3 agences différentes. Et là, maintenant, on travaille avec un freelance qui s'appelle Yanis, que je salue, qui est très bien, avec qui ça se passe bien. Travaille à la main, contacte des journalistes à la main, et c'est des super résultats, beaucoup de proximité. Donc, 4 prestataires en 2 ans, 3 ans, c'est ça? 3 prestataires. Ton insight, ton apprentissage, c'est quoi? C'est très dur, les RP, et je pense que c'est pareil, plus tu es connu, plus c'est facile, entre guillemets. Mais surtout, après, c'est surtout du travail. Et les RP, je pense que c'est du travail. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de prendre son téléphone, d'appeler les journalistes, de creuser, de prendre certains angles. Je te donne un exemple. Je suis intervenu sur Europe 1 sur l'intéressement. Alors évidemment, Wopilo a rien à voir avec le sujet, mais en fait c'était un entrepreneur qui a mis en place l'intéressement, ce qu'on a fait en 2020. Et en fait, voilà, c'est de la presse et tu vois, c'est aussi de la réassurance pour tous les gens qui ont entendu parler de Wopilo sur Europe 1, quoi. Donc en fait, voilà, c'est lui qui a décroché ça. Donc voilà, il faut pas être... Et les autres agences n'y arrivaient pas? Pas de la même façon. Écoute, en tout cas, là, ça se passe. Vous étiez trop petit par rapport à... ça s'était pas très mal passé, ou peut-être qu'on n'y avait pas consacré suffisamment de temps aussi. Mais c'est vrai que je pense que plus le temps passe et plus les RP sont peut-être un peu plus faciles à toucher, ce qui n'enlève absolument rien au travail de Yanis, évidemment. Ok. Alors, il est certainement formidable, mais quand vous faites 4 passages télé en un an, 3 passages, ça l'aide aussi, j'imagine. C'est sûr, mais voilà. Mais c'est un tout. Tout ça. Et tout ça construit la marque, c'est ce qu'on dit. Ouais. Exactement. Et on avait fait un gros travail en 2019, justement, de plateforme de marque, qu'on avait vraiment poussé avec une super personne qui nous a accompagnés et qui est au bord de Wopilo, qui s'appelle Michel Gottlieb, que je salue aussi, et qui nous a beaucoup aidé sur qui on est. Et savoir qui on est, ça te permet de savoir où est-ce que tu vas. Et on a déterminé un positionnement. De ce positionnement a découlé nos actions de communication, de marketing, mais même nos développements produits, puisque notre positionnement, c'est d'être le bienfaiteur innovant. Et notre mission, c'est d'innover dans le respect de la planète pour améliorer les nuits de millions de personnes. Et en fait, quand tu sais ça, même si ça fait un petit peu cité, quand tu sais ça, tout est beaucoup plus facile, parce que tu as un cap. Et en fait, ce cap, on l'a suivi là, depuis 2019, et ça se passe bien. Écrire son why... Écrire son what et son how, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on a fait aussi chez Causa Vostra en 2020, que j'ai initié l'été dernier, parce qu'on l'avait en nous, avec mes associés, mais on l'avait jamais posé sur le papier. Et le poser et le communiquer, même si tout le monde le savait, parce qu'on discute évidemment, mais là, on l'a posé, ça fait un horizon à regarder. C'est ce qui s'est passé pour nous, et ça a été un élément déclencheur très fort dans le développement de Wopilo. Vous avez été accompagné ? Oui, je te disais par Michel Gottlieb. Ah oui, Michel Gottlieb au board. Ouais. Qui nous suit, qui est incroyable et qui a eu des expériences internationales comme CMO d'une très grande marque de boissons gazeuses sucrées, Europe, donc qui a fait beaucoup de choses et beaucoup d'expériences incroyables. Et il avait ce recul et il nous a libérés dans notre façon de vouloir communiquer, d'être qui on est. Et donc, ça nous a énormément apporté. Ok. Combien de temps vous avez mis ? C'était une mission sur... C'est pas facile d'écrire son... 9 mois.
Ouais, c'est ça. Okay. 9 mois entre le tout début, on a fait un premier, je me souviens, déjeuner après-midi, on a échangé avec Florian et Michel. À l'époque, on était 3 dans la boîte. Et donc, on l'avait fait avec Flo. Le Brain Book imprimé sur nos bureaux, quand on était peut-être 3 personnes en plus, après. Vous avez imprimé un Brain Book? On a imprimé un Brain Book et on a changé notre site internet en 2019, qu'on a rechangé en 2020. Donc, on a fait évoluer notre plateforme de marque. Mais oui, c'est ça, 9 mois, au moins 9 mois. C'est hyper intéressant et surtout très utile. Moi, c'est mon COO, directeur des opérations qu'on a recruté l'été dernier, qui s'appelle Bruno Soulez, qui anime le podcast If This Then Dev, qui est vraiment bien, qui m'a dit en arrivant, ok, je peux faire tout ce que tu me demandes, mais pourquoi et on va où? Ouais, ça drive. Hein. Et du coup, chez vous, alors c'est un sujet que je vais aborder aussi, ça a drivé pas mal de choses, mais notamment l'évolution produit. Parce que quand on s'est vu avec Flo Florian. Florian, pardon, en 2019, j'ai dit Flo. Non, je crois que t'as dit Florent au début, c'est pour ça. Ah, Florian, pardon. Je le reprends comme ça, il m'en voudra. En 2019, vous aviez donc 4 produits, 3 oreillers, dont 3 oreillers. Et aujourd'hui, vous êtes allé beaucoup plus loin. Il y a toute une gamme. Une gamme de linge de lit. Éco-conçu, bio. Gamme enfant. Une gamme enfant complète. Une couette. Une couette en plus. Une sous-taie sur l'oreiller, des add-ons si tu veux. Sur le linge de lit, on a 11 coloris et motifs. Donc on a sensiblement élargi la gamme. Ouais. Et en fait, c'est un peu les stratégies que tu as dans les DNVB, c'est-à-dire que tu as une base de clients qui s'élargit sur un type de produit. Et ensuite, tu viens essayer d'augmenter les repeats et d'allonger ta LTV pour éviter de multiplier tes coûts d'acquisition. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc on le voit. Alors, hyper intéressant parce qu'on en avait discuté avec Florian à l'époque sur la fréquence de réachat d'un oreiller qui était de 3 ans, qui est toujours de 3 ans, ça n'a pas forcément changé. Tout à fait. Et ma question était justement de dire, comment est-ce que tu fais pour activer plus de ventes, augmenter ta valeur de vente par emploi? Donc maintenant, on a d'autres produits à leur proposer. Et là maintenant, ce qu'on lance dans les prochaines semaines, c'est un programme de renouvellement des premiers Wopilo. Ouais. Donc on va vendre des oreillers sans le cœur en mousse à mémoire de forme, qui a une durée de vie qui est beaucoup plus longue que les poches d'oreillers qui sont dans un garnissage. Ah, j'aurais imaginé l'inverse. Non, la mousse à mémoire de forme, c'est 10 ans. Donc okay. Et elle bouge pas. Elle peut changer un tout petit peu de couleur, mais elle bouge pas. Donc en fait, l'idée, c'est de produire moins. Alors, on est aussi toujours dans cette démarche baby step d'éco-conception et de faire un petit peu mieux. On l'a aussi ancré en nous et on est en train de l'ancrer de plus en plus en nous, notamment avec du coton bio et toutes ces choses-là. Et donc, on veut produire un peu moins. Et donc, ça permet aussi à nos clients, nos clients qui ont leurs oreillers depuis plusieurs années, d'acheter un oreiller moins cher, d'acheter moins, et de retrouver le confort qu'ils avaient tout au début, parce qu'un oreiller, ça se dégrade avec le temps. C'est cool un oreiller neuf en plus. Et c'est trop cool un oreiller neuf. Non, c'est vrai, c'est hyper cool. Et on leur propose aussi de recycler leur oreiller, on leur donne des options de recyclage, du garnissage, de la poche en coton, etc. Donc, plus de produits. Plus de produits. Donc, une lifetime value de tes utilisateurs, donc la valeur de vente, disons, de CA qu'on fait par utilisateur qui augmente. Ces utilisateurs, il faut leur proposer ces nouveaux produits ou ce renouvellement, comme ça arrive maintenant pour la nouvelle enveloppe, on va dire, de l'oreiller. Quelle était l'approche? C'est que de l'email? Beaucoup d'emails, nos réseaux sociaux aussi. Ouais. Beaucoup d'emails. En ce moment, on travaille aussi sur justement comment réactiver ces personnes-là. Ça se fait aussi par des envois. On a fait quelque chose ces dernières semaines. C'est pour nos 4000 meilleurs clients. On leur a fait parvenir des sachets de thé de tisane bio, brandé ou au Wopilo. Produite avec qui? Ça s'appelle l'autre thé. Okay. Hyper sympa. On a bossé avec eux. Ils nous ont fait 80 000 sachets. Que tu as envoyé à des clients existants. Exactement. En leur disant, on pense à vous. Et si jamais vous voulez nous recommander auprès de vos proches, offrez-leur ce sachet de tisane. Ça leur permettra de connaître vos pilotes. Et en fait, voilà, on essaie de multiplier. Et tout ça, pour nous, fait partie de l'expérience client au sens large. L'expérience client, elle est avant, pendant, après l'achat. Et même 2 ans ou 3 ans après. Donc l'idée, c'est de conserver toujours un petit peu de proximité. Et donc, on a fait ces envois-là. Et maintenant, dans certaines commandes, on glisse aussi des sachets de tisane, si tu veux, pour avoir une expérience globale, susciter la recommandation. Parce qu'en fait, t'as pas dans la recommandation, t'as pas nécessairement de call to action. Quand tu dis à quelqu'un, si vous appréciez ma marque,
parlez-en autour de vous, ça a beaucoup plus de poids que si tu ne le dis pas tout court. Il vaut mieux le dire, tu vois. Et si tu le dis et qu'en plus talk is tu cheap, donnes silence is fatal, tu vois. Donc vaut mieux le dire et le dire sympathiquement. Tu donnes talk quelque chose. is cheap, silence is fatal. Ouais. C'est un truc que Michel nous dit souvent. Il vaut mieux parler. Michel Gottlieb. Qui nous accompagne. Et il a raison. Et donc, on voit des débuts de nouvelles commandes liées à ces sachets aujourd'hui. Donc, parler, c'est pas cher. Se taire, c'est fatal. Ouais, fatal. Il faut toujours communiquer. Bien sûr. Ok. Intéressant. Et du coup, ces nouveaux produits, de l'activation auprès des utilisateurs par email. Maintenant, vous glissez ces sachets de thé dans les nouveaux pour toutes les nouvelles commandes ou certaines nouvelles commandes pour inciter on teste en tout cas, on regarde, on a besoin toujours on continue à itérer et à faire des tests, à regarder ce qui fonctionne pas. On avait mis en place un programme de parrainage par un SaaS qui s'appelait GrowWave, si mes souvenirs sont bons, sur Shopify, qui nous a apporté beaucoup plus de problèmes que d'utilité. Donc ça n'a pas fonctionné pour nous, parce qu'il y a toujours des gens qui essayent de profiter d'un système, etc. Et en fait, on préfère une recommandation qui est sincère, tu vois, qui est saine, c'est de dire, mais en fait, j'apprécie la marque Wopilo plutôt que d'essayer de cumuler des bons de réduction, etc. ou de diffuser des codes sur des différents sites. Et donc, en fait, on préfère avoir une approche très directe avec nos clients, parce que ça a toujours fonctionné, et vu qu'on est transparent et que ça se passe bien, ils savent qu'ils ont toujours des réponses. Ça fonctionne. C'est intéressant, parce que c'est ce troisième enseignement, mais qui est en fil rouge tout du long, c'est que ça prend du temps. Vous construisez la marque, vous construisez une relation avec vos utilisateurs, ça prend du temps, il faut être patient. Il n'y a rien d'automatique en fait, il n'y a rien de gratuit. Même quand tu utilises du Google AdWords, du Facebook Ads, c'est toujours incrémental. C'est-à-dire que tu peux pas doubler ton budget et doubler ton chiffre d'affaires associé. Ça fonctionne pas. À chaque fois, ton coût d'acquisition va exploser, ou etc. Il faut du temps. Et ça, c'est la notoriété, la réassurance et tous les éléments que tu peux faire autour de ta marque qui vont permettre de croître. En tout cas, c'est l'enseignement qu'on a pour Wopilo. Je sais pas si ça vaut pour l'ensemble des marques, mais c'est en tout cas le retour d'expérience qu'on peut te faire. C'est qu'en effet, il faut du temps. Il faut du temps pour être rentable aussi. On commence à s'en approcher. On en est bien content. En tout cas dans les conditions actuelles, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2021. On a aussi des raisons de se dire que ça va continuer sur l'e-commerce, mais qu'il va y avoir des conséquences qui vont être liées à ce qui s'est passé liées à la crise sanitaire. Donc on reste toujours ambitieux, mais toujours prudent. La première levée que vous aviez faite à l'époque, qui est la seule a priori, est celle qui vous a permis de tenir jusqu'à présent et d'approcher aujourd'hui de la rentabilité. C'est bien. Et ça rejoint ce que tu disais un peu plus tôt de cet épisode, c'est que dans les DNVB aujourd'hui, on cherche cette rentabilité, on s'approche de cette rentabilité. En tout cas, les différents messages qu'on a pu avoir en février 2020 des investisseurs ou de toute autre personne, c'était couper les coûts. Tu vois, et ça a été le cas, je pense, pour l'ensemble des startups. C'est faites attention. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, tu vois, alors il y a quelques énormes boîtes, et on les connaît et elles sont incroyables. Les Conto, Alan, Payfit, elles sont formidables ces boîtes-là. Mais derrière, c'est des milliers d'autres startups qui qui s'en sont pas à ces stades, etc. et qui sont dans des positions difficiles qui sont liées au Covid. Et qui ça n'a rien à voir avec l'exécution, hein. C'est juste le contexte qui a fait ça. Donc oui, je pense que vraiment couper les coûts, mais c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez lancé des nouveaux produits, vous avez fait de l'investissement télé, tu as investi plus en RP, j'imagine. Toujours quand on se rendait compte qu'il y avait une possibilité, mais on a fait de vraiment ROI. Mais la télé, tu sais jamais s'il y a... À ce moment-là, on nous a vraiment dit, ça n'a jamais été comme ça. Et donc tu as quand même fait un pari. J'ai fait un pari, et c'était une décision qui n'était pas évidente du tout à ce moment-là. Avec le recul, je suis ravi de l'avoir prise, de l'avoir prise d'ailleurs avec l'équipe, évidemment. Mais oui, à ce moment-là, on n'était pas sûr, on avait entre guillemets peur, parce que si tu mets ces sommes-là et que ça fonctionne pas, ça fait un trou dans la raquette très important. Donc oui, on était vraiment content de se rendre compte que ça fonctionne, mais c'est sûr que c'est vraiment un cap à passer pour le coup.
Hyper intéressant. On a parlé de pub, on a parlé de ROI sur tes invests, on a parlé de la course à la croissance dans l'industrie versus la course à la renta qui est aujourd'hui plutôt la norme d'expérience client. Et j'aimerais pour finir cet entretien prendre un tout petit peu de hauteur sur l'industrie en elle-même. Je disais à l'époque avec Florian qu'il y avait que c'est une industrie très concurrentielle. C'est toujours le cas, il y a eu une consolidation. Alors sur l'oreiller, c'est assez difficile à dire. En fait, il y a quelques acteurs historiques. Ça va être Dodo et Ikea, notamment, qui sont les marques top of mind sur l'oreiller, mais qui sont pas nécessairement non plus, qui arrivent pas nécessairement de façon très nette en tête quand tu penses à la verticale oreiller. Parce que c'est atomisé ou parce qu'on connaît pas de marque d'oreiller? Non, c'est parce que c'est atomisé. Et une très bonne façon de le voir, c'est d'aller sur Amazon et de taper oreiller. Et tu as des milliers de références, des milliers de marques différentes. Partout. Vous avez fait des études de Noto? Oui, on a fait des études assez rapides qu'on a fait via Google Survey. Avant les campagnes ou après les campagnes? On l'a fait avant et on l'a pas fait après. Il faudrait qu'on le fasse. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, ce qui est génial pour nous, ce qui est une opportunité pour Wopilo, c'est qu'en notoriété spontanée, on est à 0. C'est-à-dire, personne ne nous connaît. C'est génial, parce que Thomas a un grand sourire en me disant c'est génial, on est à 0. On est à 0, c'est une super opportunité de se dire que exactement, il n'y a que de l'upside. Et en notoriété assistée, on est un petit peu au-dessus, on est à 6%, mais si tu veux, on arrive très loin derrière. Justement, c'est Dodo, Ikea, ou même les marques de matelas, les DNVB, Teddy Bear, ils ont fait un super travail de marque, ils sont partout, on les connaît, donc ils sont plus cités que nous. Alors, ils sont pas nécessairement des spécialistes de l'oreiller comme Wopilo peut l'être. Non, Teddy Bear, Simba, Emma, tout ça sont sur le matelas. Les matelas, ils ont des oreillers dans leur gamme, et donc si tu veux, ils sont, en fait, on associe très facilement matelas à oreiller. D'ailleurs, il y avait une étude dans Capital l'année dernière, en 2019, sur les 5 marques en notoriété justement assistées sur les oreillers et les couettes. Et dans ces 5 marques, donc tu avais Ikea et Dodo, qui étaient 3e et 5e, et les autres marques, c'était des marques de matelas traditionnelles, Epeda, Bultex, etc., qui ne font pas d'oreiller, ou très très peu, tu vois, c'est hyper marginal. Mais dans l'esprit, c'est ça. Donc en fait, l'oreiller, il n'y a pas beaucoup de marques, c'est une des choses qu'on veut changer. C'est nous, ce qu'on veut, c'est être top of mind sur la verticale oreiller dans l'esprit des consommateurs. Dire Wopilo, c'est la marque d'oreiller, et c'est ce qu'on construit aujourd'hui. Des oreillers, des sous-tés, c'est ça? Des sous-tés, des couettes, des draps, des parures, du linge de lit, une gamme enfant, et le matelas? Non, pas le matelas. On s'est très vite convaincu que c'était un métier différent du nôtre. Nous, on innove sur des produits que tu peux envoyer via Colissimo ou des transporteurs traditionnels. Quand ce qui s'est passé sur les matelas, c'est plutôt un changement de business model. Avant, tu achetais ton matelas dans les grandes surfaces, ou alors tu achetais des matelas qui devaient être livrés sans être compressés roulés. Et en fait, quand sont arrivés les DNVB, des matelas compressés roulés, Casper étant l'initiateur, ensuite tu as eu Teddy Bear, Simba, Eve, Emma et toute la clique, et toutes ces marques-là, en fait, ils ont changé un business model, mais ils n'ont pas changé le produit. Le produit, c'est le même. C'est un produit, ce sont des couches de mousse superposées qui sont compressées roulées. Il y en avait. Alors, c'est pas ton industrie, mais tu peux compresser rouler des matelas avec des ressorts? Non. Non, c'est ça, donc c'est que de la mousse. Ou alors des tout mini ressorts, je crois, comme le fait Simba. Mais non, les gros ressorts, tu peux pas. Non, ils doivent être livrés encore avec 2 ou 3 personnes à plat. Et ça prend de l'espace. Donc en fait, c'est plus un autre métier. C'est un autre métier. Oui, je pense que ça a été une vraie simplification de l'offre, et ensuite une vraie simplification de la logistique et de l'expérience liée à tout ça. Et du coup, les prochains produits, ce sera quoi? C'est des innovations. Donc on va continuer à travailler sur le linge de lit. Sont des innovations donc plutôt sur le bien dormir ou sur le confort. On verra cette année. Pour l'instant, on travaille dessus. On fera un catch-up dans un an. Oui, et puis on n'est pas certain encore de les sortir, donc je préfère attendre. Mais oui, on va encore élargir. Ouais. Thomas, merci infiniment. J'ai trouvé ça très, très, très enrichissant. Merci d'être venu merci nous faire beaucoup ce catch-up. de m'avoir reçu, Laurent. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max, et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs.
Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.